Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'immense plaisir de vous présenter cette deuxième vidéo pour définir comme convenu les politiques publiques et connaître le processus de sa mise en œuvre et de leur cycle de vie dans le cadre d'une année civile. Je vous rappelle que l'activité des gouvernements est extrêmement variée, comme on a vu dans la première vidéo. Ils prélèvent des impôts, accordent des subventions, édictent des lois, redistribuent des revenus, recrutent et gèrent du personnel, font la guerre, conduisent des relations diplomatiques avec d'autres pays ou avec des organisations internationales, prononcent des discours, etc. Est-ce que chacune de ces actions constitue une politique publique ? Ou faut-il qu'il y ait un minimum de cohérence entre un ensemble d'actions différentes ? Parler de politique publique n'est-il pas abusif pour désigner un ensemble d'opérations aussi hétérogènes ? Quant à la définition d'une politique publique, je me rappelle bien qu'un haut fonctionnaire britannique remarquait avec humour une politique publique, c'est un peu comme un éléphant. Vous le reconnaissez quand vous le voyez, mais vous ne pouvez pas facilement le définir. Devant cette difficulté, sous l'angle des sciences politiques, on peut s'entendre sur une définition conventionnelle. Une politique publique se présente sous la forme d'un programme d'action propre à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales. Plusieurs critères sont importants dans ce sens. Le premier critère est que le rôle d'une autorité publique ou de plusieurs, une politique publique, ce n'est pas la politique d'une entreprise ou d'une association. Pour mettre en œuvre cette politique, les autorités publiques disposent de la capacité potentielle d'utilisation de la violence légitime. Le second critère s'articule autour de l'existence d'un programme avec des mesures concrètes qui peuvent être des mesures coercitives, c'est-à-dire obliger, par exemple, à maintenir le pouvoir d'achat et garantir la paix sociale, initiative qui prévoit une baisse des prélèvements si on prend cette décision, on choisit cette solution, ou distributive qui prévoit l'attribution de financement à une catégorie de population. Concernant le troisième critère, l'existence d'une politique publique suppose une cohérence entre plusieurs actions gouvernementales. Une simple décision administrative ne suffit pas à faire une politique publique. Il est nécessaire qu'il y ait un ensemble de décisions interreliées. C'est ce que soulignent plusieurs chercheurs lorsqu'ils parlent d'un programme d'action gouvernementale comme une combinaison spécifique des lois, d'affectation de crédits, d'administration et de personnel dirigé vers un ensemble d'objectifs plus ou moins clairement définis. Et le dernier critère, un processus de médiation sociale dans la mesure où l'objet de chaque politique publique est de reprendre en charge les désajustements qui doivent intervenir entre un secteur et d'autres secteurs ou encore entre un secteur et la société globale. De nombreux éléments conditionnent les politiques publiques, notamment le rôle des différents acteurs et intervenants, les contraintes institutionnelles et environnementales, la rationalité des choix politiques, etc. En général, on peut parler, selon différentes approches explicatives d'un cycle de politique publique, en 5 étapes. Premièrement, la définition des priorités d'action ou le bon choix de la problématique à traiter. Également, la formulation de la politique adaptée aux besoins et au contexte et la prise de décision ou le choix de la meilleure solution suite aux débats et aux discussions faites avec les parties prenantes. En ce qui concerne la 4e étape, c'est la mise en œuvre de la politique. Une étape dans laquelle les décideurs publics concrétisent la solution choisie sur le terrain. Et c'est très important dans cette étape de s'appuyer sur l'intelligence collective et la nécessité d'impliquer les citoyens dans la mise en œuvre. Et la dernière étape, c'est l'évaluation de la politique publique. C'est en quelque sorte, comme on verra, une démarche qui se nourrit des constats scientifiques et qui mesure les écarts entre ce qui est attendu et ce qui est constaté. À chacune de ces étapes, des acteurs agissent et interviennent, même si les objectifs d'une politique peuvent être difficilement atteignables. Ceci nous amène à la définition de l'évaluation des politiques publiques.
L'évaluation des politiques publiques est une discipline d'importance décisive, discipline au double sens des mots, à la fois un véritable technique professionnelle et une exigence qu'une démocratie moderne doit s'imposer. Les mots sont parfois trompeurs. Pour les non-initiés, l'évaluation désigne simplement une opération de mesure qui a pour objet d'apprécier l'efficacité de cette politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre. La réalité est plus complexe. Dès que l'on cherche à mesurer les résultats d'une politique, il faudra être capable de repérer dans la situation que l'on observe ce qui est impétable à cette politique et ce qui ne l'est pas. En d'autres termes, toute démarche d'évaluation doit être non seulement une mesure, mais une explication. L'évaluation d'une politique ne mérite tout à fait ce nom que si elle cherche sérieusement à expliquer quels facteurs ont produit quels effets. Actuellement, dans les sociétés modernes, les pouvoirs publics n'opèrent pas dans le vide. Ils doivent prendre et justifier leurs décisions auprès d'un large éventail de parties prenantes, notamment les citoyens et les entreprises au niveau national, les investisseurs internationaux ou la communauté internationale dans certains cas. Bien évaluer les politiques publiques, ce n'est pas substituer l'expert aux politiques. C'est au contraire éclairer ceux qui décident, et je parle ici des gouvernements et des parlements, pour prendre de meilleures décisions, faire des choix en toute connaissance de cause. C'est aussi, et c'est important, retisser d'une certaine manière la confiance nécessaire entre les citoyens et les décideurs publics. C'est enfin décider par la preuve, c'est-à-dire tester en permanence ce que donne l'action publique. Se nourrir des résultats constatés pour corriger, adapter, pérenniser ou au contraire parfois revenir en arrière. C'est pourquoi il ne suffit pas d'institutionnaliser l'évaluation des politiques publiques pour maintenir un système d'évaluation solide. Les évaluations doivent non seulement être menées, mais elles doivent aussi être de grande qualité et être utilisées. Pourquoi cette obligation? Car des évaluations de qualité contribuent à faciliter l'apprentissage, car elles aident à comprendre pourquoi et comment une action publique a été une réussite ou peut l'être, en informant le décideur politique sur les raisons et les mécanismes de causalité menant au succès ou à l'échec. Améliorer la qualité des processus décisionnels en fournissant des indications sur la manière d'améliorer les liens entre l'élaboration, la mise en œuvre et les résultats des politiques. En même temps, la culture de l'évaluation des politiques a le potentiel d'améliorer l'optimisation des ressources, la responsabilité et la transparence, et de donner une légitimité à l'utilisation du fonds et des ressources publiques. Elle informe les citoyens et les autres parties prenantes sur la question de savoir si les décisions publiques, notamment en termes d'allocation des ressources budgétaires et de mise en œuvre de nouvelles lois et réglementations, produisent les résultats escomptés. Pour atteindre ces enjeux, il faut respecter quelques critères, sachant que ces critères jouent un rôle normatif. Collectivement, ils décrivent les caractéristiques attendues de toutes les interventions, à savoir être adaptées au contexte, être cohérentes avec les autres interventions, atteindre leurs objectifs, produire des résultats de manière efficiente et se traduire par des effets positifs durables. En bref, le réseau de comités d'aide au développement, de l'Organisation de coopération et de développement économique sur l'évaluation des développements a défini ces critères d'évaluation qui sont le résultat d'une vaste consultation sur les critères et d'un examen de la façon dont ils sont utilisés. Premièrement, la mise en relief de l'utilisation prévue avec un texte d'introduction, des principes et des orientations à venir. Deuxièmement, la pertinence, c'est-à-dire l'adéquation des objectifs d'une politique aux besoins, aux politiques et aux priorités des bénéficiaires,
et des partenaires, des institutions, et à quel point ces objectifs demeurent pertinents, même si le contexte évolue. Troisièmement, la cohérence, c'est-à-dire l'intervention s'accorde-t-elle avec les autres interventions menées. Ce critère permet de cerner une dimension qui n'était auparavant pas prise en compte. Un défaut de cohérence peut entraîner un chevauchement d'activités et compromettre les progrès généreux. L'ajout de ce critère contribuera à élever le niveau d'exigence en matière d'analyse de ces questions importantes. Cela encourage également les évaluateurs à appréhender le rôle d'une intervention au sein d'un système donné, soit une organisation, secteur, domaine thématique, pays, etc., au lieu de se concentrer exclusivement sur l'intervention ou l'institution. Quatrièmement, l'efficacité, c'est-à-dire l'intervention atteint-elle ses objectifs? Je précise que le critère d'efficacité devrait permettre l'analyse des objectifs tout au long de la chaîne des résultats de causalité. Contrairement aux critères d'impact qui s'intéressent aux effets et changements de portée plus vastes, l'efficacité concerne les résultats étroitement attribuables à l'intervention. Et l'efficience, ce critère mesure si l'intervention produit des résultats de façon économique et dans les temps. Je précise ici que le critère d'efficience peut examiner les intrants par rapport à l'ensemble de la chaîne des résultats, extrants, réalisation et impact, conformément aux bonnes pratiques d'évaluation, et le sixième critère, l'impact. Ce critère porte sur l'importance ultime et les effets potentiellement transformateurs de l'intervention. Il vise à déterminer quels sont ces effets sociaux, environnementaux et économiques à plus long terme ou à plus vaste échelle que ceux déjà évalués au titre des critères d'efficacité. Au-delà des résultats immédiats, le critère d'impact vise à évaluer les conséquences indirectes, secondaires et potentielles de l'intervention à travers l'examen des évolutions globales et durables du système ou des normes, ainsi que des effets potentiels sur le bien-être des populations, les droits humains, l'égalité des sexes et l'environnement. Et j'ajoute la viabilité, c'est-à-dire la concentration sur la continuité des bénéfices et non sur le financement extérieur. Et la mise en relief de la nature multidimensionnelle, de la viabilité et de la durabilité. Dans ce sens, il y a une question très primordiale se pose. Quelles sont les méthodes de l'évaluation? Quant à les méthodes de l'évaluation, je peux dire qu'elles sont nombreuses et plusieurs articles ou livres de qualité sont aujourd'hui disponibles pour apprendre à les mettre en place. Je me contente ici d'une présentation succincte et non technique afin d'insister sur les avantages et limites de chaque approche. Une bonne évaluation reposera avant tout sur le bon usage de la panoplie de techniques disponibles au vu des contraintes spécifiques à chaque cas. La terminologie introduite par la Commission européenne a proposé de distinguer 3 positions dans la démarche d'évaluation selon le moment où celle-ci se déroule. Première démarche, c'est l'évaluation ex ante, est réalisée avant l'introduction d'une politique et consiste à analyser ses effets potentiels. Elle permet de définir à partir des indicateurs appropriés l'état initial, les objectifs quantifiés et l'argumentaire qui les supporte. Cette méthode a alors une forte dimension prospective. Elle doit déboucher sur la rédaction d'un référentiel de la politique publique. Pour la deuxième démarche, on peut parler de l'évaluation intermédiaire, qui est parfois nommée chemin faisant ou itinéraire. Elle se situe généralement à mi-parcours de la politique et apporte des éléments critiques sur les premiers résultats des programmes. Elle a pour fonction de réorienter de la politique et d'en améliorer la mise en œuvre. Et, dernièrement, l'évaluation ex post qui vise à mesurer son impact réel après son entrée en vigueur. Il s'agit d'une évaluation récapitulative au final, qui reprend l'ensemble de la politique de son lancement à son achèvement. Elle permet de mesurer
et d'analyser les impacts globaux de la politique. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne continuation.